Bonjour, bonsoir. Ça dépend l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous voici encore une fois de plus avec Maître Martin Mulumba, qui est docteur en droit constitutionnel de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et expert en administration, en gestion d'élections. Avec lui, Maître Martin Mulumba, nous allons aborder les questions d'actualité en rapport avec les réformes du système électoral et la possibilité ou pas d'avoir des élections en 2023 dans notre pays ou en RDC, notre pays. Je vais laisser la place à notre invité du jour pour qu'il nous parle de ces réformes du système électoral en long et en large. Cher invité, docteur Martin, bonjour. Bonjour, monsieur Bavo Kassongo. Bonjour. C'est un plaisir d'être sur votre plateau. Merci beaucoup. Vous êtes sur Moko de télévision et vous êtes le bienvenu parce que vous êtes quelqu'un qu'on ne va plus présenter. Alors, je vais vous laisser la place. Le Congo, au fur et à mesure, je vais vous poser des questions qui ont été posées par les Congolais et Congolaises pour que vous puissiez nous expliquer ce que vous entendez, ce que vous comprenez, ce que vous avez à nous dire sur cette réforme électorale. Merci beaucoup. Oui, effectivement, les élections sont possibles au Congo en 2023. C'est vrai que le temps va vite. Mais il faut que certaines décisions soient prises pour qu'il y ait ces élections en 2023. Il se pose un problème de la réforme du système électoral. On ne peut pas aller aux élections comme en 2018, en 2011 et en 2006. Il y a des choses qu'il faut changer, notamment au niveau de la loi électorale et au niveau de la loi organique de la CENI. Alors, il y a une question qui se pose du fichier électoral, qui n'a toujours pas été fiable depuis 2006, avec le système d'enrôlement, où on enrôlait même des morts. J'ai présenté une fois un schéma facile et rapide du recensement. On peut faire facile et rapidement. J'ai parlé d'un recensement qui tient compte de l'organisation de nos villes au niveau des communes et au niveau des territoires. J'ai dit qu'au niveau des communes, on pouvait aller au niveau des avenues parce que les communes sont subdivisées en avenues et en quartier. On pouvait aller au niveau des avenues, choisir dans chaque avenue un chef d'avenue. Ce chef d'avenue vient dans une parcelle. Il prend le voisin d'une parcelle, le voisin de gauche, le voisin de droite, pourquoi pas les voisins d'en face, pour identifier les personnes qui habitent dans une parcelle. Parce que les voisins d'une parcelle sont bien placés pour connaître les voisins, leurs voisins. Et quand le chef d'avenue arrive avec son équipe dans une parcelle, il appelle le voisin de gauche, le voisin de droite et les voisins d'en face. Ces voisins connaissent bien qui habite dans cette parcelle-là. Ils connaissent mieux la personne qui habite dans cette parcelle-là, un homme ou une femme, si cette personne est mariée ou pas, si elle a des enfants ou pas, et même ses enfants. Et au niveau de chaque avenue, on va établir une liste, enfin un fichier de l'avenue, où tout le monde qui habite sur l'avenue est identifié. On sait que sur l'avenue, il y a autant de personnes. On sait que dans telle ou telle parcelle, il y a autant de personnes. Maintenant, les fichiers des différentes avenues
sont rassemblés au niveau des quartiers. Et là, on peut procéder à un contrôle pour voir si les données qu'on a pu prendre dans chaque avenue sont correctes ou pas. On peut les publier au niveau des avenues. Et au niveau des quartiers, on amène les données de toutes les avenues qui composent un quartier au niveau de la commune. Et au niveau de la commune, il y a des fichiers de chaque avenue, des fichiers de chaque quartier. Et la commune envoie ces différents fichiers au niveau de la région ou bien au niveau de la province. Il en est de même au niveau des territoires. Les administrateurs des territoires vont procéder de la même manière selon la subdivision administrative de nos territoires. Je pense que ce travail, si ça peut prendre beaucoup de temps, on peut le faire dans 6 mois. Et ça peut revenir à très moins cher. On fait moins cher, on fait rapidement. Vous savez, dans ce genre de travail, les erreurs ne manquent pas. Mais on aura moins d'erreurs qu'avec l'enrôlement. Parce qu'au niveau des avenues, il y a la facilité avec le voisin d'identifier les gens qui habitent dans une parcelle. Que si on met un bureau au niveau de la commune et on demande aux gens de venir avec leurs témoins, là, il y a beaucoup de possibilités pour avoir des fraudes. On a eu des fichiers en 2006, 2011 et 2018, des fichiers qui nous ont conduit à une fraude massive. Vous savez, quand le fichier électoral n'est pas bien constitué, n'est pas bien établi, on arrive à ce qu'on a toujours connu au Congo, avec des élections où les résultats sont récurremment contestés. On va commencer à contester la légitimité des animateurs des institutions, la légitimité des élus est contestée quand le fichier électoral est mal constitué. Alors, je précise encore, les élections sont possibles en 2023. Tout est question de volonté politique. Et si on ne veut pas qu'il y ait élection en 2023, la faute ne reviendra qu'à nos dirigeants. Parce qu'ils peuvent s'y prendre maintenant là, avec ces schémas pratiques simples et rapides que je propose, on a la possibilité, on a le moyen d'avoir un fichier électoral qui peut être crédible à 90%. Et cela peut permettre à ce qu'on puisse avoir des élections apaisées en 2023. Et tant qu'on ne décide pas, on ouvre la voie au glissement, alors que ce glissement, nous l'avons tous condamné en 2016. En 2016, toute l'opposition était vent debout pour condamner le glissement. Et là, si rien ne fait, on va tout droit au glissement que nous avons tous condamné en 2023. Les élections sont possibles avant 2023. Le recensement est possible avant 2023 avec ces schémas pratiques que je propose. Oui, la question que vous posez sur la désignation du président de la CENI. On a vu ce qui s'est passé en 2006, en 2011 et en 2018. La désignation du président de la CENI est capitale, vu le rôle qui est confié à la commission électorale. Cette désignation par les confessions religieuses a démontré des limites et des failles. Nous devons connaître les critères. Ce président est désigné sur le fondement de quels critères? Ces critères doivent être clairs, ils doivent être objectifs et ils doivent être connus de tout le monde. Ces critères ne doivent pas dépendre de caprices des délégués des confessions religieuses ou dépendre à des critères autres qui sont à géométrie variable, selon la météo du jour. Alors, nous devons savoir quels sont les critères qu'on demande à remplir pour postuler au niveau de la présidence de la CENI.
Et ce qui s'est passé dernièrement a démontré qu'il y avait des failles même au niveau des confessions religieuses. Il faudra qu'il y ait une réforme, et dans cette réforme, qu'on établisse les critères qui sont précis, qui sont objectifs et qui sont connus de tous. C'est vrai, on doit mettre l'accent sur la compétence. Il faut regarder comment, dans les différents pays africains, cette commission électorale n'est pas confiée à n'importe qui. On doit mettre l'accent sur l'honnêteté, sur la moralité aussi. Et on doit éviter de confier cette commission électorale à n'importe qui. Les profils des candidats, on doit bien les regarder. On doit bien rechercher les compétences pour qu'on mette quelqu'un compétent à la tête de la commission électorale indépendante. C'est vrai que tout le monde aujourd'hui veut être candidat président de la CENI, mais il faut regarder les profils des uns et des autres, voir quels sont les profils qui sont adaptés, surtout sur les critères compétences. Quels sont les gens qui ont la compétence qualifiée pour présider la CENI. Et là aussi, je pense que les confessions religieuses doivent respecter ces critères qui seront établis. Ils ne doivent pas inventer des critères selon qu'ils veulent éliminer telle ou telle personne. Il faut qu'il y ait même une loi à ce sujet qui précise bien quels sont les critères établis pour être président de la commission électorale indépendante. Il se pose aussi la question de la configuration actuelle de la CENI. Actuellement, la CENI est composée de 13 membres. Parmi les 13 membres, il y a 3 qui viennent de la société civile et 10 qui représentent le parti politique. Nous avons là une configuration qui est majoritairement politique. Elle est représentée par le parti politique. Il est difficile avec cette configuration d'avoir une CENI qui est impartiale et neutre, parce que avec beaucoup de membres de partis politiques, les relais politiques y trouvent sa place. Et cette configuration qui est appelée partisane ou semi-politique a démontré ses limites depuis 2006 avec la commission Malou Malou, en 2011 avec la commission Ngoï Mulunda et en 2018 avec la commission de Corneille Nangaa. Il est temps de revoir les choses. Les choses ne marchent pas bien. On doit penser à une autre configuration. Moi, je propose une configuration apolitique ou d'experts où dans la commission, on ne trouve aucun membre venant de parti politique. On doit faire une commission électorale qui est totalement composée par les membres venant de la société civile, les experts, des personnalités, des scientifiques, pour avoir une commission électorale qui est neutre et qui est impartiale. Et cela peut nous conduire à avoir des élections qui sont crédibles, qui sont honnêtes et qui sont transparentes. Sinon, nous risquons de faire un cercle vicieux. Comme on l'a fait. On pensait qu'en 2006, c'était les premières élections après un long moment sans élection. Parce qu'on a connu dans notre pays une longue période de dictature avec des élections à candidat unique sous les MPR parti-État. Et on est resté un temps sans élection. En 2006, il pouvait y avoir des couacs. C'était la première expérience démocratique. Mais en 2011, c'était un moment pour corriger toutes les erreurs de 2006. Et en 2018, on devrait confirmer, consolider cette pratique démocratique. Mais ce n'est pas ce qu'on a observé. Voilà pourquoi il faut réformer. Les réformes s'imposent aujourd'hui comme une évidence. C'est un point de départ pour construire une page démocratique, réellement démocratique dans notre pays. Nous devons ouvrir une autre page. Nous ne devons pas refaire les mêmes erreurs alors qu'on se rend compte que les choses ne marchent pas. Nous devons nous poser des questions pourquoi les choses n'ont pas bien marché et reprendre une nouvelle page
qui sera très bien construite avec des réformes. Oui, la question que vous posez sur le climat qui règne actuellement au sein de la coalition FCC-CACH. Bon, cette question s'est posée déjà depuis la mise en place de cette coalition. Vous demandez si on va vers un divorce ou pas. Et comme je l'ai dit lors de ma conférence en 2019, la coalition FCC-CACH n'a pas de bons fondements. Ces fondements sont fragiles. On a une coalition où les acteurs ont des visions totalement opposées. Il y a une partie qui veut construire un état de droit et une autre partie qui empêche clairement la construction de cet état de droit. Et vous savez, c'est comme dans un couple, dans une maison. Quand vous ne parlez pas un seul langage, c'est difficile de construire de bonnes choses. Et là, c'est bientôt 2 ans, mais on voit que le climat politique ne s'améliore pas en RDC. Encore une fois, il revient aux acteurs de la coalition FCC-CACH. Ils doivent mettre l'intérêt général au-dessus de tout. Ils ne doivent pas mettre leurs intérêts partisans au-dessus de l'intérêt des Congolais. Les Congolais souffrent. Ils veulent que les choses changent. Il est temps que la classe politique puisse comprendre cela. Vous savez, le mal congolais, comme je l'ai toujours dit, c'est notre classe politique. La classe politique congolaise est essentiellement composée de ce que je qualifie de trafiquants politiques, qui ont fait de la politique un fonds de commerce, un service à se rendre et non pas un service à rendre à la population. Il est temps que cela change. Le président Tshisekedi avait promis qu'il va déboulonner. Je crois toujours qu'il va le faire. Mais je pense qu'il est temps que le président fasse ce travail-là. Ce qu'il a promis. Nous ne devons pas continuer avec les mêmes pratiques des médiocres. Les Congolais n'en veulent plus. Les Congolais veulent le changement. Ils veulent vivre le changement. Je pense qu'il est temps que les uns et les autres puissent parler un même langage, puissent regarder dans la même direction. C'est aussi de cette manière-là qu'on va construire une paix durable en République démocratique du Congo. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. Le climat au sein de la coalition pose question. Et aujourd'hui, cette question se pose davantage. Il faudra que les deux alliés se parlent et prennent des décisions qui sont bonnes pour la population congolaise. Chers compatriotes, chers internautes, cette émission est vraiment arrivée à sa fin. Nous vous remercions pour tout ce temps que vous avez accordé pour nous suivre, surtout pour suivre ces réformes du système électoral donné par l'expert Martin Mulumba, à qui j'ai l'honneur de dire que ce n'est pas la dernière fois. Évidemment. Vous allez encore revenir parce que le Congo a besoin de vous. Vous êtes un profil vraiment un oiseau rare. Il faut qu'on se le dise. Vous êtes un oiseau rare. Le Congo a besoin de vous. Surtout en cette période où tout le monde parle des élections. Comment les réformer, comment les refaire, comment faire des nouveaux, comment... Donc, toutes ces explications-là, je pense que vous aurez le temps de revenir plusieurs fois ici sur la chaîne de télévision, sur le plateau des télévisions de beaucoup de télévisions, pour pouvoir partager avec nous, la population congolaise, de tout ce que vous avez appris à l'école, des élections et tout ce qui est des réformes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Bavon Kasongo. Le plaisir était pour moi d'être votre invité. Merci beaucoup. Merci.